Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'analyse de la seconde campagne de Zao. Elle prendra en compte des éléments du manga jusqu'au chapitre 732, donc si vous n'êtes pas encore rendu là, je vous conseille de la regarder un peu plus tard et de profiter de votre lecture. La vidéo se déroulera en trois temps principaux. Donc d'abord nous aurons une remise dans le contexte avec un rappel des faits jusqu'à la situation actuelle avec à la fin un bilan sur les forces restantes pour chaque camp. Ensuite, j'émettrai différentes hypothèses des buts et des dynamiques de Kin et de Zhao. Et on va évidemment se concentrer sur Kanki et Riboku, qui sont les deux commandants en chef des deux armées. Et enfin, dans un dernier temps, je vous donnerai mon avis global sur l'arc, enfin ce qu'on a vu jusqu'à présent. Sur ce, bonne vidéo. Après la glorieuse victoire des généraux Hussein, Kanki et Yotangwa lors de la première campagne de Zhao, les hostilités reprennent de plus belle et le commandant en chef des forces de Zhao, Koshu, est défait par le nouveau système des grands généraux, ici incarné par Kanki. Ce dernier, pris de pulsions meurtrières incontrôlables suite à la mort de son lieutenant Raido, ira encore plus loin en allant jusqu'à exécuter les 100 000 prisonniers ennemis, rappelant ainsi le général Akuki et le tristement célèbre massacre de Shuei, déjà subi à l'époque par Zhao. Cela pousse Sei à intervenir en personne sur le champ de bataille, sans pour autant le sanctionner plus loin que des menaces, car Kanki, par son intelligence, est indispensable au plan d'unification de la Chine. Après ça, Hussein et Kanki prennent les deux dernières forteresses se dressant sur la route de Kantan, la capitale royale de Zhao. Mais, encore une fois, c'est sans compter sur l'éternel Riboku, qui a profité de son retrait des champs de bataille pour faire ériger une immense muraille barrant la route jusqu'à Kantan. Hussein, puis le commandement militaire de Qin, à savoir Shuei-kun, Shubun-kun et Sei, prennent donc la décision de contourner cette muraille par l'ouest et d'attaquer par le nord afin d'éviter toute fuite de la lignée royale bloquée par la muraille au sud. Car oui, je le rappelle, le but de cette campagne, c'est l'annexion totale de l'état de Zhao, et ça passe donc par la destruction de sa lignée royale. Cependant, les choses ne se passent encore une fois pas comme prévu. La prise d'Atsuyo a pris 3 jours de plus que prévu, et a également engendré 3 fois plus de morts que les prévisions, en raison de l'affectation des soldats restants de l'armée de Koshu à la défense de la ville. Et les principaux commandants de Zhao, à savoir Shun Suiju et Ko Akuku, survivent à la bataille et partent rejoindre Riboku, tandis que l'armée de Hussein, qui a subi de plein fouet le coup du siège, est contrainte de rester sur place pour récupérer. C'est donc les armées de Kanki, Shin, Muten et Eki qui mènent l'offensive, même si, là encore, elles subissent un revers indirect. Alors que l'armée unifiée du nord-est de Qin devait ajouter ses 200 000 hommes à la campagne, elle se fait surprendre par une embuscade d'une petite unité venant de Rumu sous les ordres de Kansaro et Jiaga, respectivement les numéros 2 et 3 de Seika. Le général de Qin est tué, et beaucoup d'officiers, dans la confusion générale, surestiment le nombre des forces ennemies et prennent la fuite. Seul un groupe de 70 000 hommes, mené par Fuan, poursuit sa route vers Gan. C'est donc un nombre très réduit, mais qui reste néanmoins suffisant pour que l'offensive reste d'actualité. Et ce coup de maître est encore une fois signé Riboku. C'est uniquement après la prise sans aucune résistance de Sekirei que ce dernier va à la rencontre des armées de Qin. Sa supériorité numérique est tellement écrasante que Riboku parvient à encercler ses ennemis. Ils sont pris au piège dans la cage de Zhao. La situation semble désespérée, mais grâce à l'instinct de deux hommes et à la puissance de leur unité, l'espoir d'une victoire perdure. Le premier, Shin, décide d'abandonner l'aile droite pour regrouper ses forces avec la Gyaku-A afin d'effectuer une percée. Et c'est un succès, notamment grâce à Kyukai et Aizen l'incandescent, lieutenant de Muten. Shin tue même au passage un général adverse. Kanki est ensuite pour moi le deuxième à être décisif dans cette bataille. Il fait durer les combats le plus longtemps possible et parvient à s'enfuir à la faveur de la nuit grâce notamment à la force du clan Zenu qui est presque entièrement décimé. Seul son chef,
tient encore debout, mais pour combien de temps, ça, on le verra par la suite. Riboku laisse ces deux groupes partir, préférant éliminer le gros de l'armée restant. Lors de leur repli, la Ishin et la Gakuha croisent la route du clan Saki, ainsi que celle de la tour de siège de l'armée de Kanki. Fort de 10 000 hommes, ils décident d'attaquer Gian, laissé avec très peu de défense. Et c'est un succès. Les deux unités se préparent dans la forteresse à affronter un potentiel siège venant de Riboku. Donc voici la situation au chapitre 732. Zhao a subi donc peu de pertes, et un seul de ses généraux est mort, tandis que Kantan semble encore bien protégé. On a légèrement évoqué un dernier général, qui est disait un peu comme le dernier défenseur de Zhao, le dernier recours. Et on a aussi d'autres généraux qu'on a déjà vus par le passé et qui pourraient potentiellement venir en renfort, enfin, ça on verra. Ensuite, du côté de Qin, donc aux dernières nouvelles, l'armée de Kanki était en mouvement, enfin ce qu'il en reste. Tandis que la Gakuha et la Ishin, avec le clan Saki, ont à peu près 10 000 hommes, et ils ont réussi à prendre Gian. Pour ce qui est de Fu'an et de Eki, on ne sait toujours pas ce qu'ils sont devenus. Est-ce qu'ils ont réussi à suivre Kanki? En tout cas, Eki avait donné comme ordre, comme consigne, de suivre la brèche ouverte par le clan Zenou, et Houssen, de ce qu'on sait, mais les nouvelles sont un peu vieilles au niveau du nombre de chapitres, il est resté en retrait. À présent, nous allons nous concentrer sur le cas Riboku. Ce personnage, général en chef de l'armée du nord de Zhao, est à l'origine de la stratégie d'usure et d'anéantissement de l'envahisseur de Qin. Il avait déjà prévu avec plus d'1 an d'avance que Qin contournerait sa muraille par l'ouest et attaquerait Zhao à Gian. Et pourtant, malgré tout ça, j'ai quand même du mal à dire que sa stratégie a été un succès total, comme il l'affirme ensuite. Et je pense pas être le seul dans ce cas-là. Alors certes, une grande partie de l'armée de Kanki a été détruite, et les pertes sont beaucoup plus grandes du côté de Qin que du côté de Zhao, mais je pense quand même que Riboku a sous-estimé Kanki, Shin et Muten en les laissant s'échapper. Alors on en revient à la démonstration d'Uki au plaines d'Akan. Souvenez-vous quand GQ affrontait Gokai, et pour moi Riboku c'est un stratège, comme Gokai, donc il raisonne en fait un peu comme dans un jeu d'échecs pour vous donner un exemple. Et dans ce jeu-là, plus t'as de pièces puissantes, et plus t'as de pièces en général, plus t'as de chances de gagner. Alors ici, on peut estimer qu'il reste environ 275 000 des 310 000 hommes dont Riboku disposait au début de la bataille. Alors ça, c'est juste une estimation personnelle parce qu'on n'a pas de chiffres de ce côté-là. Tandis que de l'autre côté, on a le groupe Ishin Gakuha qui sont environ 10 000. Et ça, par contre, j'invente rien, c'est ce qui a été dit par Karyoten. Et du côté des troupes de Kanki, là encore, il n'y a pas de chiffre officiel, mais je pense pas qu'ils excèdent les 20 000 hommes. Donc on est très loin des 140 000 hommes de départ. Et comme nous l'avons vu précédemment, Kantan, la capitale royale, est quand même très bien défendue, et aucun des deux groupes qui sont échappés ne peuvent vraiment la prendre, ils n'ont pas les moyens. Donc à partir de ça, Riboku se dit qu'il pourra les intercepter soit avec des barrages, soit avec des généraux qu'il en réserve, et de toute façon, ils représentent selon lui pas un grand danger parce qu'ils sont pas assez nombreux pour tenter quoi que ce soit de décisif, même si on verra plus tard que c'est une erreur. En fait, si Riboku le laisse de côté, c'est parce qu'il a en partie parce qu'il n'a jamais combattu Kanki. Donc, c'est pour ça qu'il le sous-estime pas mal. Alors que de l'autre côté, il se méfie énormément d'Usen et de Yotanwa. Car faut pas oublier qu'ils sont 3 grands généraux dans cette bataille, et Riboku les a déjà affrontés, et c'est pour ça qu'il va être dans les meilleures conditions possibles pour les affronter à nouveau, parce qu'il les connaît. Faut pas oublier que Usen a quand même battu Riboku en 1 contre 1, et en plus en étant désavantagé par la fin. Ses troupes n'avaient plus de nourriture tout simplement sur les derniers jours. Et il a également surpassé Riboku en termes de stratégie pour prendre la ville de Gyu. Donc c'est vraiment pas quelqu'un à sous-estimer, et c'est quelqu'un qui est très fort tactiquement, et ça Riboku le sait. Riboku a aussi une fois, voire même 2 fois perdu face aux troupes de Yotanwa, et notamment à la ville de Sai. Et là, si on regarde la situation, l'histoire se répète encore. Riboku sera obligé de faire le siège de Gian, qui a été perdu, avec soit
toutes ses forces pour essayer de la reprendre le plus vite possible, soit en déléguant une partie de ses forces autour de la ville pour faire un siège, mais ça le met dans tous les cas dans une situation inconfortable, avec Yotanwa et Hussein qui vont tenter de briser le siège. Donc il est un peu entre deux feux. D'autant plus que les troupes de Yotanwa, elles sont plus endurantes et plus puissantes que n'importe quel soldat moyen. C'est des hommes des montagnes. Et il faut pas oublier non plus qu'elle a soumis les Kwanrong. Alors désolé pour la prononciation. Lors de la dernière campagne, c'était les ennemis en fait qu'ils ont affrontés. Je sais pas si vous vous rappelez. C'est l'espèce d'homme avec les crânes de loups ou de chiens qui étaient habillés un peu comme ça. Et eux, c'est un peuple en fait qui habite à zéro. Donc non seulement ils sont très puissants, et ça lui donne une énorme force de frappe supplémentaire, mais en plus ils ont une excellente connaissance du terrain, ce qui va encore désavantager Reboku. Et c'est en se focalisant sur ces deux menaces majeures qu'il a laissé deux braises encore chaudes s'échapper. Deux étincelles destinées à devenir des brasiers. L'une d'elles a déjà pris Yan, forçant Zhao à se séparer des forces précieuses pour mener un siège. Mais la deuxième, plus tardive, pourrait être fatale. Ni Dieu, ni maître. C'est la devise des anarchistes, mais je trouve qu'elle décrit bien le personnage de Kanki. Ni Dieu car il n'a foi en rien, si ce n'est en ses propres capacités, donc il ne croit pas à la fin des guerres par l'unification, pas plus qu'il ne croit en la nature humaine. Ni maître car il n'obéit réellement qu'à son instinct et ses pulsions. Il se fiche de Kin, de Sei et de tous les autres. Et s'il se bat pour eux, c'est uniquement parce que leurs intérêts convergent. D'ailleurs, quel est l'intérêt de Kanki dans cette guerre? Que recherche-t-il? Il dira à Shuto qu'il fait la guerre parce qu'il est, je cite, putain de bon à ça. Donc, pour satisfaire ses pulsions meurtrières. Selon Maron, un des meilleurs analystes du manga, non je rigole, Kanki n'aurait pas changé d'un poil. Sa nature se serait même empirée. Je suis pas vraiment d'accord avec cette vision du personnage. Pour moi, deux événements majeurs ont changé sa vision de la guerre et ses objectifs. Premièrement, sa rencontre avec Shuto. Elle lui a fait prendre conscience des échelons qu'il pourrait gravir, et même si en apparence il avait l'air d'en avoir rien à cirer, Kanki a quand même depuis ce moment-là eu envie de se surpasser, et de surpasser les autres généraux de Qin, d'être le meilleur, et d'inscrire son nom dans l'histoire en partant de rien. Et c'est ce qui l'a poussé à être aussi agressif lors de la campagne contre Koshu, et à se surpasser pour prendre sa tête. Et c'est pour ça qu'il ne fiera pas le nord de Zhao. Finalement, Shin et Kanki ne sont pas si différents que ça. Sauf que l'un a rencontré des mentors et des compagnons qui ont forgé sa vision de la guerre, tandis que l'autre ne semble pas avoir eu un chemin aussi heureux. L'autre événement marquant pour Kanki a été la mort de Raido. Elle a éveillé sa rage envers Zhao et renforcé ses pulsions meurtrières, ce qui l'a convaincu dans sa détermination de détruire ce pays en étant prêt à tous les sacrifices pour y arriver. Riboku et Muten ont chacun leur tour anticipé que Kanki se dirigerait vers Sekirei pour s'y retrancher en attendant les renforts. Et c'est très mal connaître Kanki que de dire ça. À chaque campagne auquel il a participé, Kanki a eu un seul objectif, couper la tête de l'armée ennemie. Il a tué Akukizai à Sanyu, il a fait tuer Keisha, puis a fait pression en se basant sur les sentiments de Kisui à Kokuyu, et enfin il a visé la tête de Koshu. Je pense qu'il fera la même chose dans le cas présent. Comme à son habitude, Kanki va viser sur la surprise. La logique, avec ce raisonnement, serait qu'il chercherait à s'en prendre directement à Riboku. Et ça, c'est une éventualité. Néanmoins, je ne pense pas que ce soit le cas, car Riboku est loin d'être stupide et je pense que son QG est très bien défendu. Non, Kanki vise un tout autre objectif. Comme nous l'a rappelé Sei, l'enjeu de cette guerre est la destruction de Zhao et de sa lignée royale. Car si elle parvient à s'échapper, elle refondera une autre Zhao ailleurs. Cette lignée est à l'heure actuelle représentée par Yu Boku, le roi fou, enfin le deuxième roi fou, un homme qui, par sa folie et sa localisation à Kantan, ne présente que peu de risques de fuite, mais elle est aussi représentée par le prince K.
Fils aîné du roi précédent, il est bon et prêt à se battre pour la liberté de son peuple, comme ça il a fait à Sai. C'est sur lui que Riboku a tout misé, et je pense que c'est pour l'espoir qu'il représente que Riboku se bat. L'objectif de Kanki est précisément de réduire cet espoir à néant. Et ça, plusieurs indices m'ont mis sur cette voie. Déjà, le comportement de Naki et son rapprochement avec le clan Saki, ça me semble un peu suspect. Shin ignorait sûrement un but implicite dans la prise de Gian, un but cependant connu par Naki. Et là vous vous dites, mais c'est qui ce complotiste à deux balles? Alors, je vais m'expliquer. Depuis le départ d'Atsuyo, Naki est allé voir Kanki par 2 fois pour lui rendre compte probablement d'une découverte de ses éclaireurs. La deuxième fois, à Sekirei, était aussi en présence de la chef du clan Saki, que Kanki a autorisé à rester. Eh bien, je pense que Naki a appris que le prince K ne se situait pas à Gantan, mais dans le nord de Zao, sous la protection de Riboku, car ce dernier a dû estimer, à juste titre, que la vie du prince était en danger à Kantan, une ville sous le contrôle de son frère et rival, le roi de Zao. Il a donc préféré le faire transférer secrètement dans une ville du nord, un territoire où il est vénéré presque comme un dieu. Ne sachant dans quelle ville était précisément le prince, Kanki aurait chargé le clan dans lequel il avait le plus confiance, à savoir le clan Saki, de s'introduire dans Gian et de vérifier si le prince s'y trouvait. C'est pour cela que le clan Saki, et dans une certaine mesure Naki, voulait à tout prix s'introduire à Gian. Il s'est avéré que le prince ne s'y trouvait pas, la seconde option sera donc la bonne. Aux dernières nouvelles, Kanki était en train de traverser un fleuve. Or, le seul fleuve à proximité du champ de bataille se trouve au nord de Gian. Kanki se dirige donc vers le nord et non vers Sekirei. Parmi les villes se trouvant au nord de ce fleuve, une en particulier a attiré mon attention, Ganmon. Une ville autrefois dirigée par Riboku en personne, une ville à laquelle il accorde beaucoup d'importance. Un endroit qui semble sûr car bien connu de Riboku. C'est LA ville parfaite pour faire d'une pierre deux coups. Capturer le prince K qui s'y cache et imposer une énorme pression à Riboku et aux soldats qui en sont originaires. Voici le plan de Kanki, redoutable et efficace, comme à son habitude. Et là, ces possibilités sont déjà impressionnantes. Mais si je vous disais que Riboku pourrait avoir eu une tactique encore plus tordue, encore plus vertigineuse, imaginez un instant qu'il ait anticipé le plan de Kanki et que tout ça ne soit qu'un piège. Parce qu'il y a encore un facteur inconnu qu'on n'a pas évoqué et pas des moindres. Je veux bien évidemment parler de Shibashu. Le gars nous est teasé depuis 15 ans. Il envoie toute son armée combattre, mais il est nulle part. Depuis le début, c'est vraiment où est Shibashu. Alors, j'ai cependant une petite idée là-dessus. Vous n'êtes pas dit déjà, quand je vous ai parlé d'une information aussi importante que le déplacement du prince K, vous n'êtes pas dit que c'était bizarre que ça fuite aussi facilement? On parle ici quand même de Riboku, le maître de l'information, celui qui s'est servi de ses moyens pour vaincre Uki en personne. Je soupçonne fortement Riboku d'avoir fait exprès de laisser fuiter cette information pour tendre un piège à Kanki, car si le prince K se trouve à Ganmon, il est également possible que Kanki y croise Shibashu, ce qui pourrait lui faire très très mal. Vous êtes encore là? J'espère que je vous ai pas perdu avec mes théories qui vont un peu dans tous les sens. Si ne serait-ce que la moitié de tout ça se réalise, ce serait quand même énorme. Sinon, de ce qu'on a vu de cet arc jusqu'à présent, j'ai globalement apprécié. Je trouve le personnage de Fouane vraiment sympa. Il se démarque des autres personnages random, ridicules, ou trop sur deux qu'on retrouve assez souvent. Et j'aimerais bien le revoir par la suite. J'espère qu'il a survécu. Laishin commence à se démarquer les autres candidats pour le dernier siège de grand général. Et ça aussi, c'est vraiment cool. C'est quand même elle qui a franchi Ekyu ou qui a permis à la Gakua de sortir de la cage de Riboku grâce à l'instinct de Shin. Et ensuite, c'est encore elle qui a pris Gian. Donc elle a pris le dessus à la fois sur la Gakua pendant cet arc, mais aussi sur la Gyoku auparavant. Et ça fait plaisir. Le moment où Shin a pris l'initiative de partir à gauche pour faire la percée avec Muten, ça m'a vraiment donné des frissons.
Surtout quand Riboku a dit ensuite qu'il avait l'impression de combattre Dukyu. Ce moment, c'était juste magique. J'aime beaucoup aussi quand Shin et Kanki combattent ensemble parce qu'ils se comprennent tactiquement et le résultat est toujours incroyable. Par contre, même si, comme j'ai dit plus tôt, je peux comprendre que Riboku sous-estime Kanki parce qu'il l'a encore jamais affronté directement, je comprends pas. Je ne comprends pas qu'il sous-estime encore Shin à ce point. Le gars a quand même battu Uken. Ensuite, quand il le combat, il dit j'ai l'impression de combattre Dukyu. Sachant que, il faut le rappeler, Riboku a perdu contre Dukyu. Quand, je le rappelle, pendant l'arc de la coalition, quand Dukyu poursuivait Riboku et que Riboku a essayé de le piéger tactiquement, ça n'a pas marché. Dukyu a vu clair dans son jeu et ils se sont retrouvés face à face. Et je ne pense pas que Riboku fasse le poids face à Dukyu. Et si Uken n'était pas venu lui sauver les fesses, bah là c'était déjà Zao finito, une dizaine d'années plus tôt. Et là il voit Shin, il a l'impression de combattre Dukyu, il a déjà perdu contre Dukyu, il lui dit même tu es dans la cour des grands Shin, en gros, mais derrière, il le laisse partir, genre, vraiment sans chercher à le poursuivre en disant oh il va rien faire. Et il ne se dit même pas à un seul instant qu'il pourrait rendre Gan. Alors bon ça m'a un peu énervé. Pareil, l'attitude de Naki, bon là c'est. Vous me direz, je suis un peu pointilleux, mais quand Naishin rencontre le clan Saki, je sais pas, le comportement de Naki, qui fait passer Shin vraiment pour un gamin en colère, alors que c'est quand même son chef, j'ai pas trop été fan. Et enfin, c'est vraiment le dernier point, je fais mon coup de gueule, avec la résurrection des trois colosses de l'unité par le clan Saki. Alors certes, je comprends le scénario, le, l'effet que veut donner Hara, qui permet de rapprocher un peu les deux unités, et on pouvait espérer que Ryuzen et Shutetsu étaient juste, entre guillemets, grièvement blessés, mais Denyu quand même, avec la mise en scène qu'on a eue, le sourire qu'il a, il baisse les yeux, il laisse tomber son arme, il y a un moment émotion, ça m'a fait mal, je me suis dit mince, on a perdu Denyu quoi, un des piliers. Mais non, alors Hara faut pas faire ça parce que s'il meurt 10 fois comme ça dans le manga, je sais pas si mon cœur va tenir. Enfin voilà, fin du petit coup de gueule, c'était vraiment juste une parenthèse. Et juste quelques points qui m'ont pas trop plu, mais franchement, je le répète, globalement, Stark est vraiment très bon. Et ça fait particulièrement plaisir de retrouver des vieilles mécaniques avec Shin qui utilise son épée, le retour du trio des colosses. L'unité s'agrandit pour devenir une armée et on voit petit à petit la transmission d'héritage des anciens aux nouveaux. Et même si ça s'effectue parfois de manière tragique, et là j'ai une petite pensée forcément pour Gakurai, ça reste quand même très beau. Enfin, j'ai vraiment hâte de voir Sei se rendre à Kentan, presque 20 ans après, et je me demande quelle décision il va prendre une fois qu'il sera devenu souverain de tous ceux qui l'ont persécuté étant enfant. Franchement, sur le manga en général, Ara, si tu veux, tu peux prendre plus de pauses, il n'y a vraiment aucun problème. Parce que la qualité de ton manga ne diminue pas avec le temps, que ce soit au niveau du scénario ou même du dessin, avec des planches incroyables que tu nous sors à chaque chapitre. Au contraire, la qualité s'améliore à fur et à mesure que tu avances dans ton manga, et c'est ça qui classe Kingdom parmi les meilleurs mangas de ton art. Voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout un mec qui parlait tout seul pendant 15-20 minutes. Je sais pas trop encore combien de temps durera cette vidéo. Non, vraiment, j'ai plutôt fait cette vidéo pour développer des théories à partir d'indices que j'ai piochés par-ci par-là. Mais évidemment, vu que je suis humain, donc j'ai pas tout vu. Et vous pouvez me corriger si vous avez trouvé des incohérences, ou même partager votre avis, parce que cette vidéo est quand même là pour ça. Et sur ce, prenez soin de vous et à une prochaine.